Camarades et amis, toute l'actualité internationale illustre à quel point l'organisation de la société sur la base du capitalisme représente un immense gâchis pour l'humanité. Gâchis sur le plan économique, gâchis sur le plan social. Les dirigeants politiques et les médias ont beau inventer n'importe quoi pour entretenir l'espoir d'un redémarrage de l'économie mondiale, la production continue à stagner et le chômage a perduré, voire à s'aggraver, même dans les pays industriels les plus développés. Le chômage ne prive pas seulement de leur gagne-pain ceux qui en sont les victimes. Il met au banc de la société des millions d'êtres humains, leur créativité, la force de leurs bras, l'intelligence de leur cerveau. Sur la base du capitalisme, l'économie se montre incapable de sortir du marasme. Les porte-voix de la bourgeoisie, autorisés ou non, commencent eux-mêmes à parler de stagnation séculaire. Et rien qu'en se prolongeant, la crise aggrave les conditions d'existence des masses populaires partout dans le monde. Même dans la période dite de croissance, l'économie capitaliste a été incapable de combler l'écart entre un nombre limité de pays riches et la partie pauvre de la planète. L'enrichissement de la bourgeoisie des pays impérialistes, fondés sur l'exploitation de leur classe ouvrière et le pillage de la planète, pousse sans cesse à élargir les bases géographiques de l'exploitation vers de nouvelles régions du monde. Mais en les intégrant dans sa sphère de production, le grand capital ne fait pas disparaître les inégalités de développement. Il creuse surtout les inégalités à l'intérieur même des pays sur lesquels il a mis la main. Les quartiers modernes des grandes villes d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, avec leurs gratte-ciel, leurs banques, leurs sièges de grandes compagnies, sont entourés de bidonvilles infectes, sans électricité et bien souvent sans eau potable. Des millions de paysans sont chassés des campagnes sans être embauchés par l'industrie capitaliste. Ils sont prolétarisés, mais de la façon la plus précaire qui soit, en constituant une vaste armée industrielle de réserve, pour reprendre l'expression de Karl Marx. D'un côté, l'enrichissement des classes dites moyennes, c'est-à-dire d'une bourgeoisie autochtone plus ou moins dépendante du grand capital occidental. De l'autre, une classe ouvrière avec des salaires 10 fois, 20 fois inférieurs à ceux des pays occidentaux. Quand ce ne sont pas des enfants qui travaillent pour quelques pièces, un plat de riz ou un beignet, comme ceux qu'on exploite dans les mines de Tantale au Congo. Ce travail des enfants existe, y compris dans des usines ultramodernes, parce que c'est un des caractères du capitalisme du XXIe siècle que de combiner la modernité technique et les formes les plus primitives de l'exploitation, le travail des enfants. Voilà le bilan du capitalisme de plus en plus mondialisé. Mais la face cachée de l'enrichissement sans précédent de la grande bourgeoisie, c'est, ne l'oublions pas, ce renforcement numérique du prolétariat à l'échelle du monde. Et n'en déplaise à ceux qui prônent le repliement national, en prétendant freiner par là la montée de la pauvreté, c'est précisément cette prolétarisation croissante des classes pauvres qui représente l'espoir pour l'avenir. L'espoir que ce prolétariat, présent aujourd'hui dans tous les pays du monde, saura trouver le chemin de son émancipation en renversant le pouvoir de la bourgeoisie, en libérant la société des entraves du capitalisme, en fondant une organisation sociale débarrassée de la propriété privée des moyens de production, de la concurrence et des crises. Au lieu de permettre aux masses exploitées des pays pauvres
de rattraper la situation de celle des pays impérialistes, les lois capitalistes poussent dans le sens contraire. Dans les pays impérialistes, toutes les familles ouvrières peuvent mesurer l'ampleur du recul, ne serait-ce que sur une génération. Recul des droits à la retraite, recul des salaires par rapport au profit de la bourgeoisie, recul de la notion même d'emploi stable, recul des droits tout court. Les gouvernements se relaient, les étiquettes changent, mais la condition ouvrière recule, même dans les pays impérialistes les plus riches. La relative prospérité du capitalisme a pu, un temps, alimenter l'illusion que l'un dans l'autre, le sort des travailleurs allait s'améliorer et que les enfants des familles ouvrières pouvaient espérer une vie meilleure que leurs parents. C'était déjà une illusion à l'époque pour la grande majorité des salariés. Mais aujourd'hui, le capitalisme en crise ramène de plus en plus le monde salarial vers la condition des prolétaires d'hier. Rien n'indique pour le moment que la crise économique s'atténuera et encore moins qu'elle se résorbera. Au marasme économique s'ajoute la menace permanente d'un effondrement financier plus catastrophique encore qu'en 2008. Et cela entraînera nécessairement l'aggravation de la guerre que la classe capitaliste mène contre les travailleurs. Le grand patronat retournera de plus en plus la crise de son propre système économique contre les travailleurs. Il continuera à se servir du chômage pour peser de plus en plus sur les salaires et aggraver l'exploitation. Il le fera car, en l'absence de croissance, le seul moyen qu'il a d'accroître ses profits, c'est de prélever toujours plus sur les salariés exploités. Et reprocher tout cela à la mondialisation, c'est faire prendre des vessies pour des lanternes, afin de détourner les exploités du combat contre la bourgeoisie et le capitalisme. Car la mondialisation n'est pas une politique, mais un fait qui est à la base de l'évolution économique depuis des siècles. L'humanité paye cher la survie du capitalisme, et pas seulement sur le plan de ses conditions matérielles d'existence. Il y a plus d'un siècle, en 1915, alors que le monde plongeait dans la barbarie de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg résumait l'alternative qui s'offrait à l'humanité en parlant, sous la forme lapidaire, de socialisme ou barbarie. Ce constat avait été fait par Engels quelques années auparavant. Je le cite. La société bourgeoise est placée devant un dilemme, ou bien passage au socialisme, ou rechute dans la barbarie. Au temps d'Engels, c'était une anticipation. Mais avec la Première et Deuxième Guerre mondiale, et entre les deux, la barbarie du fascisme et du nazisme, cette anticipation devint une réalité tragique. Après la Deuxième Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne nazie, les chantres du capitalisme annoncèrent la fin de la barbarie et le début d'une ère de prospérité et d'une ère de paix. Les dirigeants des grands partis réformistes issus du mouvement ouvrier, la variante social-démocrate comme la variante stalinienne, se chargèrent de propager cette illusion dans les masses populaires. Ce fut un mensonge, car les masses exploitées n'ont nulle part bénéficié de cette prospérité. Et la majeure partie de la planète n'a même pas connu la paix. Les guerres n'ont jamais arrêté. Guerre des puissances impérialistes pour maintenir leur domination sur leurs colonies. Guerre nationale ou guerre locale, tantôt dans une région, tantôt dans une autre. Des guerres toujours alimentées par les rivalités entre les grandes puissances qui se battent avec la peau des autres. Depuis que la crise de l'économie capitaliste est installée, ces guerres se sont intensifiées et certaines, comme celle au Moyen-Orient, ont leur prolongement jusqu'aux grandes puissances impérialistes. Oui, avec les attentats terroristes, la barbarie pénètre aussi dans les métropoles des pays riches, de New York à Paris et de Londres à Madrid. Quant aux ruines d'Alep, de Homs
et de tant d'autres villes de Syrie et d'Irak, elle témoigne d'une barbarie encore plus grande. Les dirigeants du monde impérialiste, avec leur volonté de garder la main sur le pétrole du Moyen-Orient, leur rivalité et leurs manœuvres tordues, portent une responsabilité immense dans l'émergence des bandes armées et dans les conflits qui opposent dans cette région les unes aux autres les nationalités, les ethnies, les religions. Et aujourd'hui, que leur politique et leurs bombes contraignent des milliers d'êtres humains à fuir, ces mêmes dirigeants s'opposent à l'entrée des migrants sur le sol d'Europe et d'Amérique. Quelle est la pire expression de la barbarie humaine et morale? Les voyous qui versent dans le terrorisme, les militaires qui larguent leurs bombes du haut de leur F-16 américain ou de leur Rafale français, ou ces hauts serviteurs de la bourgeoisie, d'Obama à Hollande, qui, dans le confort de leur bureau, prennent la décision d'envoyer leurs bombardiers sur des villes où il n'y a pas que des milices de Daesh, mais aussi des femmes, des enfants, des hommes. Et quoi de plus abject que de fermer sa porte à ceux qui tentent de fuir? Quoi de plus abject que ces marchandages sordides pour obliger la Turquie, la Jordanie ou le Liban à garder les migrants que l'Union européenne refuse d'accueillir? La barbarie n'est pas une menace, mais la réalité de l'organisation capitaliste de la société. Ces centaines de milliers, ces millions d'êtres humains contraints de fuir, les uns la misère, les autres les bombes, c'est le visage hideux d'une organisation sociale anachronique et mortifère. Eh bien, les travailleurs conscients doivent rejeter avec dégoût tous ceux qui tentent de les dresser contre les migrants. Et face à l'hypocrisie des hommes politiciens de la bourgeoisie, ils doivent affirmer leur solidarité avec celles et ceux qui sont victimes de la violence de cette société. La seule politique juste d'un point de vue simplement humain, c'est la liberté de circulation et d'installation, aussi bien pour ceux qui fuient les bombes que pour ceux qui fuient la misère. Et que dire de ces murs dressés, de ces barbelés érigés sur le continent européen? Ici, en Europe, on nous a chanté pendant des décennies les charmes de l'unification. Il apparaît aujourd'hui clairement à quel point le capitalisme n'est plus capable de faire quoi que ce soit de progressiste. La liberté de circulation et l'unification monétaire, limitée entre pays d'Europe, n'étaient pour les populations concernées que des retombées de la volonté du grand capital, aussi bien européen qu'américain, d'unifier le marché d'un continent morcelé. Ces retombées ont été ô combien limitées et mesquines. Les accords de Schengen ont levé quelques obstacles douaniers et administratifs à l'intérieur de l'Union européenne et y ont assuré une certaine liberté de circulation. Mais cette liberté avait déjà pour contrepartie de transformer l'Union européenne en forteresse fermée devant les autres peuples. Aujourd'hui, non seulement les barbelés et les murs qui entourent l'Europe ont été renforcés, mais on érige des barbelés et on dresse des murs à l'intérieur même de l'Europe. À une époque où les moyens techniques modernes permettent de diffuser des informations de façon quasi instantanée d'un bout à l'autre de la planète, à une époque où les capitaux circulent sans obstacle, où les supermarchés de toutes les villes du monde regorgent des mêmes marchandises venues des 4 coins de la planète, le système divise, cloisonne les hommes et transforme le monde en une juxtaposition de ghettos.
Alors, contre tous les courants politiques de la bourgeoisie qui promeuvent le repliement derrière les frontières, qui affichent leur chauvinisme, nous sommes fiers de nous revendiquer d'une des meilleures traditions du mouvement ouvrier, son internationalisme. Nous sommes fiers de reprendre le mot d'ordre de combat, prolétaires de tous les pays, unissons-nous, et nous sommes fiers d'affirmer, comme les banderoles qui flottent sur la fête, mon pays, la terre, ma patrie, l'humanité. Face au chauvinisme, à la xénophobie, au racisme, qui ne sont plus seulement l'axe de démagogie du Front National, mais qui ont aussi profondément infecté les partis de gauche, nous sommes fiers de nous revendiquer de l'internationalisme du mouvement ouvrier. L'internationalisme du mouvement ouvrier recouvre la conviction profonde qu'on ne peut changer l'ordre social, renverser le pouvoir de la bourgeoisie, l'exproprier définitivement qu'à l'échelle du monde, et qu'on ne peut bâtir une nouvelle organisation économique sans propriété privée des moyens de production et sans concurrence qu'à l'échelle du monde. Les économies nationales sont tellement interpénétrées, l'économie mondiale forme tellement un tout qu'une organisation sociale supérieure au capitalisme ne peut naître que sur la base de la mondialisation. Mais d'une mondialisation débarrassée des grands groupes capitalistes, de leur mainmise sur les entreprises, de leur rivalité. Une mondialisation qui ne soit pas l'arène d'affrontement entre de gigantesques intérêts privés, mais le moyen pour la collectivité humaine de régler les grands problèmes de la planète à l'échelle où ils peuvent l'être. Le socialisme, dans un seul pays, inventé par le stalinisme, était à son époque une idée profondément réactionnaire et stupide, à infiniment plus forte raison aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons à combattre politiquement non seulement la droite et l'extrême droite qui font du chauvinisme leur drapeau, mais également tous ceux qui se disent de gauche, voire se prétendent d'extrême gauche et qui prônent ouvertement ou hypocritement le repliement national. Non seulement nous avons à combattre politiquement ceux qui s'opposent à l'internationalisme, mais nous avons à nous démarquer de ceux qui réduisent cette expression à une simple affirmation morale, à l'aspiration à la fraternité des peuples ou à l'idée d'une simple solidarité. L'internationalisme est un mot d'ordre de combat pour l'émancipation des exploités. Et rejeter l'internationalisme, c'est rejeter l'idée du renversement révolutionnaire de la bourgeoisie, c'est rejeter toute perspective communiste. Alors être communiste, révolutionnaire, c'est être internationaliste. Dans le passé, l'abandon de l'internationalisme par un parti issu du mouvement ouvrier était le signe le plus sûr, et parfois un des premiers, qu'il basculait du côté de la bourgeoisie. Il en fut ainsi avec la trahison brutale des grands partis socialistes, lorsqu'en 1914, ils choisirent chacun le camp de leur propre bourgeoisie pour entraîner les peuples dans la Première Guerre mondiale, cette immense boucherie dans laquelle les bourgeoisies rivales ont arbitré leur concurrence avec la peau des exploités. Depuis cette trahison, le Parti socialiste est toujours resté au service de la bourgeoisie, y compris dans les guerres impérialistes les plus abjectes, comme celle contre le mouvement d'émancipation des colonies ou comme les multiples interventions militaires menées par le gouvernement actuel, du Mali à la République centrafricaine. Face à toutes ces guerres que ces messieurs les ministres socialistes ont le cynisme de présenter comme la défense de la veuve et de l'orphelin,
contre le terrorisme, nous maintenons les mêmes mots d'ordre: à bas l'impérialisme français dans ses ex-colonies et aussi troupes françaises hors d'Afrique. L'abandon de l'internationalisme a été également le marqueur de la dégénérescence stalinienne, aussi bien en Union soviétique que par contre-coup ici, en France. Une des fiertés du courant trotskiste est de s'être opposé à cette trahison. Et un des signes distinctifs du courant communiste est de maintenir levé le drapeau rouge contre le drapeau tricolore et d'opposer à la Marseillaise de la bourgeoisie l'Internationale des prolétaires. Nous sommes aujourd'hui ô combien minoritaires sur le terrain politique, nous le savons. Mais défendre ces idées est particulièrement important à une époque d'évolution réactionnaire des choses. Il suffit de regarder le visage de l'Europe, une des parties les plus riches de la planète et qui se prétend parmi les plus civilisées. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, la guerre dans l'ex-Yougoslavie, qui a conduit à la décomposition dans le sang et la violence de cette entité multinationale. Les dirigeants politiques qui, à l'époque, ont incarné le nationalisme virulent, l'irrédentisme des peuples qui vivaient auparavant ensemble, ont disparu de la scène politique. Les villes détruites ont été en partie reconstruites, certes, mais les stigmates moraux et humains de la guerre n'ont pas été effacés. Aucun des peuples qui composaient l'ancienne Yougoslavie ne peut prétendre qu'il a gagné, car dans cette guerre opposant les unes aux autres des populations entremêlées, les peuples ne peuvent que perdre. Et voilà que depuis 2 ans, la décomposition de l'ancienne Union soviétique a abouti à une autre guerre, celle qui se mène sur le sol de l'Ukraine. Et combien d'autres guerres locales, régionales, sont encore en gestation dans cette partie orientale de l'Europe où, de la Pologne à la Hongrie, s'installent des régimes autoritaires, réactionnaires, cherchant une base sociale en brandissant des revendications territoriales au détriment des pays voisins, dans cette région où l'histoire a mélangé les peuples de façon inextricable. La même évolution réactionnaire se déroule dans la partie occidentale de l'Europe, avec la montée, pour ainsi dire partout, d'une extrême droite réactionnaire et chauvine. On ne peut que se réjouir des quelques exceptions en Europe, comme il y a 2 ans avec les élections en Grèce ou il y a peu en Espagne. Mais ce ne sont certainement pas des partis qui se posent en gauche de la gauche, comme Syriza ou Podemos, qui peuvent constituer des contre-feux à la montée de l'extrême droite. On voit en Grèce comment Syriza, qui a incarné pendant un temps l'espoir de tout un peuple, mais qui n'a jamais envisagé de combattre la bourgeoisie autochtone, a cédé sous la pression des puissances impérialistes. On voit aussi comment, en Espagne, Podemos, qui n'est même pas encore au pouvoir, participe déjà au jeu des combinaisons et des manœuvres des grands partis déconsidérés de la bourgeoisie. Eh bien oui, un peu partout en Europe, la crise de l'économie capitaliste, le chômage, le désespoir croissant des masses populaires qui ne voient pas le bout de cette évolution, conduisent à des crises politiques plus ou moins aiguës. Elles se manifestent par le rejet croissant des partis politiques dont l'alternance périodique tenait lieu de vie démocratique. La montée électorale des nationalismes catalans et écossais exprime au fond le même rejet par l'électorat des grands partis, par l'électorat des grands partis institutionnalisés de la bourgeoisie. La crise de la démocratie parlementaire bourgeoise ne peut pas être surmontée en changeant simplement les acteurs. Des Tsipras en Grèce, Iglesias en Espagne ou Mélenchon en France peuvent prendre la place des hommes politiques usés
des partis de gauche, le véritable pouvoir ne leur appartiendrait pas plus qu'à leurs prédécesseurs. Le véritable pouvoir resterait entre les mains de la grande bourgeoisie, des grandes entreprises capitalistes qui sont les véritables donneurs d'ordre dans cette société. Tous ceux qui promettent des changements aux masses exploitées, une fois que les élections les hissent à la tête de l'État, les trahiront, inévitablement. Et tout aussi inévitablement, leur échec favorisera les démagogues les plus réactionnaires. Le parlementarisme est en déclin car l'électorat populaire marche de moins en moins dans le cirque électoral. Il croit de moins en moins dans l'alternance entre grands partis qui se répartissent les rôles et le langage, mais qui, une fois au pouvoir, mènent la même politique au service des plus riches. En cela, le déclin du parlementarisme est le reflet du pourrissement de la société bourgeoise. Alors, la question qui est posée, non seulement à la classe ouvrière, mais à l'ensemble de la société, n'est pas comment rafistoler le système, mais comment le combattre pour le renverser. En tant que marxistes, nous avons la conviction que seule la classe ouvrière a la puissance sociale pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Et plus encore, seule la classe ouvrière est porteuse d'une nouvelle organisation de la société. Le prolétariat est de loin la principale classe exploitée et opprimée de la société. Il a une composition bien plus variée qu'au temps de Marx ou même de Lénine et de Trotsky. Au-delà de la diversité des formes de l'exploitation, le prolétariat a en commun de n'avoir rien d'autre pour vivre que la vente de sa force de travail. Au fil du temps, l'évolution économique a fait émerger bien d'autres catégories sociales, mais aucune autre classe sociale capable de faire sienne la perspective du renversement du capitalisme. Comme au temps du manifeste communiste, et plus encore qu'à cette époque, la direction de la société et son avenir se décideront entre la bourgeoisie et le prolétariat. Suivant les époques, les reculs, les défaites ou les trahisons de ces partis, les travailleurs peuvent être plus ou moins conscients du rôle qu'ils sont les seuls à pouvoir jouer dans la transformation de la société. Eh bien, notre rôle de militants communistes révolutionnaires est de maintenir vivante cette conscience, quels que soient les avatars de la vie politique et sociale. Maintenir cette conscience politique et la propager parmi les travailleurs, car, pour paraphraser Marx, les idées communistes ne deviendront une force que lorsque les masses exploitées s'en empareront. Comme je l'ai dit dans mon discours d'hier, c'est dans cette optique et pour défendre ces idées que nous nous présenterons à l'élection présidentielle de l'année prochaine et aux législatives qui suivront. Faire entendre le camp des travailleurs n'a pas seulement pour signification de faire entendre les revendications matérielles des travailleurs face à la crise, ni même leurs seuls intérêts politiques au jour le jour. Nous voulons affirmer la présence dans la classe ouvrière d'un courant qui représente les perspectives communistes. C'est un combat collectif et nous avons besoin de tous ceux qui sont dans le camp des travailleurs et qui tiennent à l'affirmer. Je voudrais terminer en m'adressant aux groupes révolutionnaires qui sont avec nous dans cette fête. Beaucoup d'entre eux, la majorité, se revendiquent des mêmes idées que Lutte ouvrière. Et quel que soit le pays où ils militent, ils font partie de notre famille, l'Union communiste internationaliste. À nos frères et sœurs d'idées et de combats, comme à ceux que nous avons pour tradition d'accueillir dans cette fête, malgré les divergences plus ou moins importantes, j'ai à dire avant tout, tenez bon.
Cela ne signifie pas seulement d'avoir la détermination et le courage de militer à notre époque de régression sociale et de recul politique. Cela signifie aussi tenir fermement à nos idées communistes révolutionnaires, aux idées de Marx, de Lénine et de Trotsky, qui sont nos principaux liens avec les combats passés du prolétariat. Il est souvent tentant de rejoindre des formations qui poussent, profitant du vide laissé par les partis réformistes usés. Ces formations peuvent se gonfler par moments et présenter les couleurs chatoyantes des bulles de savon. Mais elles finissent par éclater, parfois avant même d'arriver au pouvoir, et parfois après, et c'est encore plus dramatique pour les exploités qui leur ont fait confiance. Alors pour notre part, nous continuerons à puiser nos idées et nos positions politiques dans la nécessité de la lutte de classe. Notre conviction fondamentale est que les travailleurs, en s'engageant dans les luttes de leur classe et en les poussant jusqu'au bout, sont capables de bouleverser le monde. Alors, camarades et amis, bon courage pour toutes les tâches et tous les combats qui se présentent à nous. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous